Salut tout le monde. Pour cette vidéo, je voulais parler un petit peu d'organisation. Pourquoi être capable de s'organiser, c'est évidemment la dimension la plus importante de toute forme de résistance et de toute forme de levier politique en fait. Liberté, égalité, fraternité. Cette triade, elle est encore d'actualité aujourd'hui, même si on nous l'a mise à toutes les sauces, même si aujourd'hui plus personne n'y croit. Et c'est bien ça le problème, alors que ce sont des valeurs très très précieuses. N'oublions pas que la liberté, ça se décrète, on peut la fixer dans la loi. N'oublions pas que l'égalité, ça se décrète, on peut la fixer dans la loi aussi. Même si après, il s'agira de la faire appliquer ou non, c'est-à-dire notamment l'égalité devant la loi. Mais la fraternité, on ne peut pas la décréter. Vous ne pouvez pas poser une loi qui fixe la fraternité. C'est comme ça que j'avais commencé d'ailleurs à l'époque mon rap avec Lord Esperanza, Reste à ta place. La liberté, tu sais, tu peux la décréter. L'égalité, tu peux la décréter. La fraternité, tu la décrètes pas. Et si tu veux massacrer les trois, il y a un moyen très simple pour ça. Et d'ailleurs, merci beaucoup de tous les excellents retours que vous m'avez donnés pour le groupe qu'on a formé, Hyper Doctors, avec Nick MC, Snow et moi-même. On a sorti donc ce premier album de rap. Il faut savoir la jeunesse de cet album de rap, Octogone, disponible sur toutes les plateformes. On l'a enregistré, littéralement composé, enregistré en 4 jours chrono. Donc 4 jours pour trouver les titres des chansons, les paroles, faire l'enregistrement et tout mettre dans la boîte. Voilà, ça s'est fait en moins d'une semaine ouvrable. Et on va en faire un autre, évidemment, vu le succès du truc. Même sur les plateformes, on voit bien le nombre de streams qu'on a eu et les retours qu'on a eu depuis les plateformes aussi. On va clairement en préparer un autre. Mais donc, dans ce Reste à ta place qui, à l'époque, était avec Lord Esperanza, j'avais commencé par rappeler que la liberté, on pouvait la décréter, l'égalité, on pouvait la décréter, mais la fraternité, on ne la décrète pas, et que si on voulait détruire les trois, la liberté, l'égalité et la fraternité, eh bien, il fallait pratiquer le reste à ta place. Si tu pratiques le reste à ta place, si vous laissez le gouvernement, si vous laissez l'exécutif pratiquer le reste à ta place, vous allez détruire la liberté, l'égalité et la fraternité. La fraternité, elle est importante parce qu'un petit groupe d'humains bien cohérent peut diriger un groupe d'humains complètement éparpillé. Un groupe d'humains à l'état solide ou liquide, donc solide, ça veut dire plus personne n'entre dans le groupe, plus personne n'en sort. C'est l'état, par exemple, de certaines cellules de crime organisé ou certaines cellules de résistance qui, étant clandestines, ont des attitudes assez similaires dans les situations très très dangereuses, par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes dans un état solide la plupart du temps, personne n'entre, personne ne sort, et puis des fois vous glissez dans le liquide, c'est-à-dire quelques membres sortent, en général en mourant, et quelques autres rentrent. Mais ça, c'est donc des cellules cohésives. On avait les pirates dans les Caraïbes, on avait tout un tas d'autres cas, mais un petit groupe d'humains cohérents qui pratiquent la fraternité, opérative, au jour le jour, qui se rend des services, parce qu'il n'y a rien de mieux pour pratiquer la fraternité que de se rendre des services, et institutionnaliser le fait qu'on se rende des services mutuels. Eh bien, un petit groupe fraternel peut complètement dominer un groupe plus large, en particulier si ce groupe plus large a été conditionné à détruire sa confiance, à ne pas se faire confiance. Tout le monde a peur de tout le monde, on craint lui parce qu'il est d'une autre religion ou d'un autre parti politique ou d'un autre point de vue ou que sais-je. Et donc, un groupe cohérent et fraternel peut complètement dominer un très large groupe qui est divisé et qui ne se fait pas confiance. Et quand je dis un très large groupe, il faut se rappeler que le sous-continent indien était contrôlé par les Britanniques pendant la période coloniale. Donc vous aviez 10 000 personnes qui étaient capables de régner sur 300 millions. C'est vous dire à quel point la fraternité, la confiance, parce que ces 10 000 personnes étaient des fonctionnaires de la couronne britannique, donc des gens qui se faisaient confiance entre eux, qui savaient pourquoi ils se battaient, qui savaient quelles raisons ils avaient de se faire confiance, être tous sujets britanniques, faire partie du même club, avoir un sentiment profond de nous et de eux, et bien entendu se rendre des services mutuels. Et une fois que vous avez ça, vraiment, vous pouvez dominer une population très très large. Ce qui fait que, bien évidemment, si vous faites partie des dominés, parce que de nos jours, c'est assez frappant, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai été aussi attaqué, c'est qu'il y a des tas de gens qui n'arrivent pas à comprendre que je ne fais pas partie du jeu dominant-dominé. Dans la carrière, aujourd'hui, par exemple, un directeur de recherche au CNRS ou un président d'université comme Frédéric Dardel, ce fameux nécromancien de Paris-Descartes, impliqué jusqu'aux yeux dans l'affaire du charnier de Paris-Descartes, tous ces gens-là qui ne se lèvent le matin que pour leur carrière et qui ne pensent que pour leur carrière, dès qu'elles rencontrent quelqu'un dans leur vie, leur cerveau est conditionné à poser uniquement la question « Est-ce que je dois lui cirer les pompes ou est-ce que je dois l'écraser ?» Cirer les pompes ou écraser.
Un exemple parfait de cela, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est Bruno Le Maire. Vraiment, pour l'avoir rencontré, j'ai vraiment vu ça. C'est un automate parce qu'il a fait toute sa carrière via l'ENA, via les grands corps, etc. Puis en étant d'abord dans le cabinet de Villepin, puis en trahissant complètement les idéaux de Villepin, bien évidemment, puisque seule sa carrière compte. Et puis ensuite, après avoir dit que Emmanuel Macron avait un programme complètement vide et était le non-candidat, devenir le plus grand apôtre de la Macronie qui puisse exister, vous avez, et comme Manuel Valls aujourd'hui, après être passé de l'Espagne à revenir en France, être chroniqueur à la radio, et que là, pour le coup, tous nos joyeux journalistes indépendants n'y trouvent rien à redire, ce que je trouve moi-même tout à fait à gerber, parce que je suis indépendant. Et c'est ça le sujet. On est indépendant quand on arrête de voir le monde en dominant-dominé. Mais l'école vous forge à ne voir le monde qu'en dominant-dominé. Vous avez le prof, vous avez le proviseur, vous avez ensuite la structure de l'État, puisqu'évidemment l'instruction publique est là pour vous apprendre l'obéissance à l'État. Elle n'est pas là pour vous apprendre à être complètement indépendant. Elle n'est pas là pour vous apprendre à être comme Socrate. Et c'est bien pour ça qu'on n'a pas de cours de philosophie. On a des cours de l'histoire de la philosophie. Mais on n'a pas de cours de philosophie. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la vraie philosophie comme Socrate, vous finissez condamné à mort dans la cité. Socrate, c'était la mouche du coche. Et cette mouche du coche qui venait perturber les gens sur les marchés, qui venait perturber l'ordre établi, elle a été condamnée à mort pour avoir corrompu la jeunesse et perturbé l'ordre établi justement. Donc vous ne pouvez certainement pas enseigner à des enfants de terminale comment perturber le système, comment se battre contre lui, comment l'interroger en permanence avec ironie socratique, avec insolence oblique ou frontale. Vous ne pouvez pas. Mais un des éléments par lequel vous pouvez vous libérer et libérer les gens que vous aimez, c'est de leur apprendre à détecter ces humains qui n'arrivent à voir les relations qu'en dominant-dominé, et ensuite faire en sorte que vous sortiez aussi de cette relation dominant-dominé, même si vous êtes salarié, même si vous êtes dans une hiérarchie, vous devez être capable de vous émanciper intellectuellement, en riant notamment, en disant bon, « c'est pas mes affaires ». Il y a un proverbe polonais, c'est je ne suis pas un singe et ce n'est pas mon cirque ». Voilà. Je ne suis pas un singe ou ce n'est pas mon singe et ce n'est pas mon cirque. Être capable de se détacher de la situation. Quand vous voyez tel subalterne ou tel supérieur qui va être en train de pratiquer une fellation japonaise à un autre supérieur au-dessus de lui, juste pour entrer dans ses bonnes grâces et pour pouvoir stimuler sa carrière. Et n'oubliez pas que quand je parle de fellation d'Extrême-Orient, il y a tout un tas de politiciens qui me viennent immédiatement à l'esprit, aussi pittoresque que ça puisse paraître. Et bien entendu, un ancien de Bercy et un actuel de Bercy pourraient peut-être se prêter à cette imagerie sublime et colorée. Eh bien, imaginez-vous comment vous pouvez sortir de ça, de cette relation dominant-dominé. Moi, j'ai été entouré toute ma vie, et mes ennemis sont comme ça. Mes ennemis, les gens qui m'attaquent, systématiquement, vous verrez des gens qui sont incapables de voir le monde autrement que dans une relation dominant-dominé. Ils en sont incapables. C'est quelque chose qui n'arrive même plus à désinstaller de leur cerveau. C'est devenu une seconde nature pour eux. Et donc, c'est bien entendu pour ça, quand ils me voyaient prendre la parole complètement librement et me foutre de ma carrière puisque je suis complètement indépendant, et que même si, évidemment, l'arrêt quasiment total des conférences publiques a pu mettre un coup aussi à mon modèle d'affaires, et le fait que je doive défendre les femmes peules, ça m'a coûté énormément d'argent, mais je l'ai fait tout de même, parce que j'y croyais, mais ils ne comprenaient pas cette indépendance. Et vous devez être capable d'être indépendant intellectuellement de la même façon. Revenons maintenant à l'importance de s'organiser et de pratiquer la fraternité. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait des réseaux sociaux libres. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus nécessaire. Pour avoir un petit peu étudié, bien sûr, Edward Snowden et Julian Assange, je me suis penché sur les solutions libres. J'ai tout de suite migré vers Signal, par exemple. C'est tout bête, mais au lieu d'être sur WhatsApp, je suis passé à Signal. Et je vous encourage vivement à passer de WhatsApp à Signal, parce que Signal est bien plus protégé et que Signal est libre et n'appartient pas à Facebook. Et quand Facebook vous dit « oui, on n'a pas accès à vos conversations », c'est vrai, mais c'est faux. C'est faux parce que si la NSA le leur demande, ils sont obligés de vous les donner, enfin de les donner à la NSA. C'est la loi. Le génial USA Freedom Act ne fait absolument aucun doute là-dessus. Si jamais il y a une demande, eh bien, Facebook doit donner les données qu'il a sur vous à la NSA. Et si jamais ils ne le font pas, ils se prennent des amendes. Et ils ne peuvent même pas en parler publiquement. Donc voilà, avec Signal, ce n'est pas le cas. Si jamais la NSA demande à Signal vos conversations, Signal va lui faire un très beau numéro de tous les 50 nuances de fuck. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels vous devez migrer, en fait. Les réseaux qui ont cette liberté. Alors, Snowden parlait aussi du fait, et là, ça m'a beaucoup choqué, parce que longtemps, Apple s'était présenté, et avec des preuves à l'appui, comme un opposant réel à l'arbitraire du FBI aux États-Unis.
notamment quand le FBI avait demandé à Apple une backdoor dans certains téléphones pour une situation terroriste, eh bien Apple avait dit non, allez vous faire mettre. Mais maintenant, et Snowden en a beaucoup parlé, eh bien Apple envisage d'avoir un pré-scan de toutes vos photos. Imaginez toutes les backdoors que vous pouvez avoir sur un pré-scan. Hein. Je veux dire, c'est un pré-scan soi-disant pour aller chercher les images pédophiles. Bon, j'attends de voir honnêtement parce que je pense qu'à chaque fois qu'on aura des personnes de haut niveau, des magistrats, etc., des personnes importantes qui seront impliquées dans ce genre de réseau, je doute que le pré-scan d'Apple fasse la moindre différence honnêtement. Et j'ai bien pu le voir dans l'affaire absolument sordide des pédophiles de la RTS. Donc honnêtement, j'attends de voir. Mais en tout cas, pré-scanner les photos de tout le monde, vous imaginez toutes les backdoors, toutes les failles de sécurité qu'il peut y avoir. D'ailleurs, j'avais écrit dans le Figaro qu'il y aurait des failles de sécurité sur notamment le pass sanitaire. Hein, j'avais écrit ça quand c'était un débat avec le porte-parole du gouvernement pour ou contre le pass sanitaire. Et j'avais écrit, vous allez voir, ils vont vous dire qu'il y aura une protection des données. N'en croyez rien, évidemment qu'elles sont piratables. Et bien dernièrement, on s'est retrouvé avec le pass sanitaire d'Emmanuel Macron, tranquillement, publié. Et je vais même vous dire mieux que ça. Je connais quelqu'un qui l'a passé au cinéma et ça a marché. Donc tranquillement, à l'UGC Ciné-Cité des Halles, je vais même vous dire lequel, ils pourront regarder. Je connais quelqu'un qui a passé le pass de Macron, il a fonctionné. Donc dans la mesure où il a tourné, amusez-vous, faites-le passer vous aussi. Ça vous prouve bien que quand on vous dit oui, sécurité des données, fais confiance, etc., c'est du flan irlandais, c'est pas vrai. Évidemment qu'un hacker, si un hacker peut vous hacker Facebook, évidemment qu'un hacker peut vous hacker les données gouvernementales qui sont infiniment moins protégées. Donc comment faire un réseau social qui serait complètement libre, qui serait idéalement sur blockchain et qu'on pourrait utiliser nous pour nous réunir? Maintenant que ma thèse de Polytechnique a paru, vous vous rappelez que j'avais le projet Créage, il est dans cette fameuse conférence que j'ai faite sur YouTube qui a fait donc 7 millions de vues. Et vous savez que ma plus grande erreur sur ce projet, ça a été de ne pas le faire open source. À l'époque, il n'y avait pas de solution open source pour faire ce projet, honnêtement. J'avais regardé entre Unity 3D, d'autres moteurs de jeux vidéo, etc. pour avoir ces fonctionnalités, avec le budget que j'avais évidemment, parce que j'ai mis un peu plus de 300 000 balles dans Créage, et malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Alors, de nos jours, et je l'ai vu notamment avec mes derniers travaux sur la conjecture de Syracuse. Alors, au passage, ça y est, la rentrée est là. Mes travaux sur la conjecture de Syracuse ont été publiés dans la revue à comité de lecture Mathematics. Il y a eu 5 reviewers tout de même, c'est beaucoup plus que la moyenne. En général, il y a 2 ou 3 reviewers. Là, pour des travaux de cette importance, il y en avait 5. Et vous avez donc ma preuve de la conjecture de Collatz qui est publiée dans Mathematics. Il faudra un certain temps, évidemment, avant que ça perce totalement auprès de la communauté. Mais ça y est, en tout cas, vous avez la preuve définitive qui est publiée dans Mathematics. Et j'en parle parce que, en fait, à cette époque, j'avais eu besoin de figures qui étaient en dehors de mes compétences, des figures sous Blender, très complexes, avec une programmation que je savais réaliser, mais pas en 3D. Et ces figures, en fait, pour les faire, j'avais payé des gens en Suisse à l'époque pour les faire. Et bon, les gens que j'avais payés, pas de bol, honnêtement, c'était des branleurs. Certains avaient un CV génial, mais c'était des branleurs. Et donc, malgré le fait que je les ai payés à l'époque 9000 balles par mois, ils n'avaient rien foutu, chimiquement pur, que dalle, je n'avais pas été livré à la fin. Et donc, je me suis rendu compte que les gens qui m'ont aidé à faire cet article sur Syracuse, eux, en fait, ils l'ont fait gratos. Et mieux, mieux, de toute façon, on ne peut pas faire difficilement pire que rien, mais mieux, fondamentalement, que les Suisses que j'avais payés 9000 balles. Donc, c'est là que je me suis rendu compte, et je le savais, mais c'est toujours, il y a le côté fair deal, quoi, être équitable. Quelqu'un, il bosse, tu le payes. Mais là, les gens m'ont dit, nous, on veut juste être co-auteur de ton article. Donc, une fois qu'on se met d'accord sur qui fait quoi et pourquoi, nous, on est bon en Blender, on va te le faire. Et en plus, ils étaient mathématiciens par ailleurs, donc ils m'ont fait vraiment du très bon taf. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu peut-être réaliser il y a 5 ans, de toute façon, avec des scies, on met Paris en bouteille, c'est pas la peine, on ne vit ni de regrets ni de remords. Mais j'aurais peut-être pu faire Créage avec le Blender Game Engine à l'époque, qui n'existe plus malheureusement, mais qui est open source. Et le Blender Gaming Engine plus un navigateur open source, je pense Chromium typiquement, aurait pu réaliser Créage. Ça aurait été un exécutable qu'on lance dans le PC, soit sur les App Store, soit un exécutable téléchargeable séparément. Et en fait, ça se serait présenté comme un navigateur. Et ce navigateur aurait eu une branche réseau social et toutes les fonctionnalités de Créage, c'est-à-dire la capacité à regrouper des onglets, à les forker, à les partager, à les croiser. Aujourd'hui, on pourrait faire ça aussi. Alors moi, j'ai plus le budget, clairement, parce qu'évidemment, la grande époque où je vendais 14 conférences par mois, elle est terminée. Mais il y aurait moyen de faire ça avec le Godot Game Engine. Donc Godot, c'est un moteur de jeux vidéo qui est entièrement open source.
Il est développé, je crois, en Argentine. Alors, il est loin d'être aussi performant qu'Unity, mais il est libre et open source. Et avec Godot et un navigateur, alors soit ce serait Chromium, soit ce serait Brave. Je vais vous reparler de Brave parce que Brave, c'est vraiment, selon moi, le meilleur navigateur grand public aujourd'hui. Cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée. C'est le navigateur que j'utilise moi en tout cas. Et Brave est open source en l'occurrence et il est basé sur Chromium. Alors je vous parle de Brave 2 secondes parce que Brave est un navigateur qui bloque les pubs, qui bloque le tracking par défaut. Et en fait, ils ont aussi fait une ICO où ils ont émis un token donc sur blockchain. Je crois que c'était un ERC20 sur Ethereum donc. Et ce token s'appelle le Basic Attention Token et c'est comme ça qu'ils ont financé Brave. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en fait en 2017 si ma mémoire est bonne ou 2016? Ils ont levé quelque chose comme 35 millions en 17 secondes. Alors, les gars, ils avaient un white paper magnifique. Quand on doit enseigner les bonnes ICO de cette époque-là, Brave fait partie des études de cas qu'on enseigne. C'était un des cofondateurs de Firefox. Il y avait un des gars qui avait inventé JavaScript. Donc tout de même, c'était une équipe sérieuse. Et Brave donc empêche les sites de vous traquer. Et ensuite, si vous voulez autoriser les pubs parce qu'il y a un contenu que vous aimez bien et vous voulez le rémunérer, parce que vous avez compris que rien n'est gratuit dans cette vie et que s'il y a un mec qui a pris le risque de faire un contenu de qualité pour vous, de vous informer, eh bien, il mérite d'avoir un revenu publicitaire, dans Brave, vous pouvez activer la pub et là, vous êtes rémunéré par un Basic Attention Token. C'est l'économie de l'attention, comme j'en parle dans mes confs en fait. C'est-à-dire que ce BAT, Basic Attention Token, il rémunère votre attention. Et il vaut de l'argent aujourd'hui, donc quand Brave a commencé, je crois que la market cap, donc tous les jetons disponibles de Basic Attention Token devaient valoir pour 80 millions, ce qui est déjà énorme. Et aujourd'hui, ils valent 900 millions. Donc le truc, évidemment, avec les cryptos, on sait bien, il y a des bulles colossales, etc. Donc ce n'est pas forcément la valeur intrinsèque, mais en tout cas, ce projet a bien marché. Alors, moi, évidemment, ce que j'aurais imaginé comme réseau social pour que les gens puissent vraiment d'abord anonymiser leur navigation, bien entendu, partager entre eux, se réunir et avoir un modèle en Web 3D comme j'en ai toujours rêvé, eh bien, ça serait de forker Brave et Godot en fait. Donc mon modèle de créage 2.0, tel que maintenant je l'envisagerais en 100% open source, ça serait de mettre Brave et Godot ensemble. C'est-à-dire qu'on exécuterait Godot, donc un moteur de jeu, ça veut dire que techniquement on exécuterait un jeu vidéo, mais ce jeu vidéo serait un navigateur. Il serait un navigateur qui spatialiserait des onglets, comme j'ai prévu de le faire dans Créage. Regardez ma thèse de Polytechnique. Au passage, c'est magnifique. Ça leur a tellement fait un double doigt à ces abrutis. Ça a été la thèse la plus téléchargée de l'histoire de la motherfucking école Polytechnique. La thèse la plus téléchargée, c'est celle dont ils ont dit et dont ils ont menti en disant qu'elle n'avait jamais été faite chez eux. J'adore. Je leur fais un magnifique bisou à ces teubés. Je vous aime. Maintenant, donc voilà, vous l'avez disponible, évidemment, elle était sous embargo pour des raisons de sûreté industrielle, mais maintenant tout est disponible, vous pouvez voir mon projet initial. Et mon projet 2.0, donc maintenant, ça serait de le faire en 100% Godot Brave ou Godot Chromium. Honnêtement, je ne sais pas encore si... Brave est de loin mon navigateur préféré, mais je ne sais pas si en termes de facilité et de légèreté d'utilisation, Chromium ne serait pas meilleur. Mais là, on pourrait concevoir un réseau social libre et open source sur lequel on pourrait se réunir. Parce que vous voyez bien que le problème fondamental, c'est que quand on a le cas de Twitter, par exemple, qui est merveilleux, parce que vous avez Twitter qui a quand même censuré Donald Trump et qui a laissé le compte des talibans, les gars. Et je veux dire, même le Washington Post a dit, les gars, arrêtez, on va se faire griller, quoi. Ça va devenir un peu trop évident qu'on prend parti. Donc on a Trump qui, évidemment, alors d'un point de vue politique, il avait été remarquable dans ce sens-là parce qu'il interagissait directement avec ses électeurs. Et ça, c'est quelque chose que tout un tas, évidemment, d'intermédiaires n'avaient pas aimé. Vous savez, c'est comme dans la mafia. Hein. Si vous décidez de cut the middleman, de couper l'intermédiaire, il va prendre sa batte cloutée, il va vous péter votre pare-brise. Et les intermédiaires médiatiques qui aimaient contrôler la narration en matière de politique, ils n'étaient pas tellement contents qu'il y ait certains candidats qui interagissent directement avec leur communauté. Ils l'ont fait savoir. Certains d'ailleurs des GAFAM ont acheté des médias. On sait par exemple que Amazon possède le Washington Post, donc ne croyez pas une seule seconde que le Washington Post est indépendant. Il faut arrêter les bêtises. N'oubliez pas d'ailleurs qu'un média n'a que deux types de publications, celles qui construisent sa crédibilité et celles qui la consomment. Donc un média, il a un capital d'influence et c'est bien pour ça qu'il va intéresser des gens comme le groupe Altis, donc Drahi en l'occurrence, mais d'autres milliardaires, parce qu'un média représente un capital d'influence. Et ce capital d'influence, il se construit en faisant des articles sérieux. Et c'est bien évidemment pour ça qu'il y a une majorité de journalistes sérieux dans les médias. Oui, il y en a. Simplement, dès qu'ils vont vouloir s'attaquer au sujet qui fâche, typiquement les longues affaires de pédophilie multirécidiviste à la RTS,
Eh bien là, évidemment, vous allez voir que les journalistes vont devenir autistes, Alzheimer, ou en tout cas oublier leur métier, oublier la charte de Munich, et aller décider de rapporter sur je ne sais quelle affaire de plagiat à l'université de Neuchâtel, par exemple. Donc, fondamentalement, cette idée d'un capital de confiance, d'influence qui peut être vendu à quelqu'un, fait que vous devez construire des articles sérieux et de temps en temps faire des articles complètement bullshit. Du genre l'ivermectine est un vermifuge pour les chevaux, ou du genre un type l'hydroxychloroquine est un poison, j'en veux pour preuve qu'un mec en buvant du désinfectant pour aquarium s'est intoxiqué, tourné en boucle pendant 3 mois cette affaire. Donc ça, c'est consommer sa réputation, consommer son influence, consommer sa crédibilité. Et les autres publications, c'est bien entendu créer sa crédibilité. Et je le vois d'autant plus que avoir étudié le cas AMC m'a énormément appris sur comment les hedge funds, par exemple, donc les fonds spéculatifs, pouvaient complètement altérer la narrative. C'était intéressant de voir comment vous aviez 14 titres de presse en ligne qui disaient « Forget AMC ». C'était The Motley Fool, c'était d'autres médias, Yahoo Finance, etc. Mais 14 d'un coup en une semaine, 2 par jour. Juste pour influencer les marchés, évidemment. On avait eu le cas de Tether, par exemple. Bon, je ne vais pas les pleurer, je vous rassure, mais la société Tether avait été victime d'une attaque short. Donc les fonds spéculatifs, les hedge funds avaient essayé de tuer l'action. Et comment ils ont fait? Ils ont payé dans USA Today un article qui disait que tel Tether était à 10 000 ou 15 000 volts, je ne sais plus. C'était faux, c'était complètement faux. Mais c'était légal, parce qu'en matière légale, vous avez le droit de mettre le mensonge en première page, et ensuite vous avez le droit de vous dédire 5 jours plus tard dans un 2 lignes en 7e page. C'est légal. Mais évidemment, le mal est fait. Si vous mettez la fake news en première page et que 5 jours plus tard, vous mettez un petit dédit vite fait, on s'est gouré, c'était pas 15 000, c'était 500, évidemment que l'action va dévisser quand même. Et les hedge funds avaient été à l'origine de ça. Donc voir comment, pour des gros sous, parce que c'est toujours ça évidemment l'enjeu, vous pouvez manipuler la presse écrite ou bien sûr la presse télévisée, ne reparlons pas de CNN et de Daffy Duck, j'adore les aligner là-dessus, mais sérieusement, comment pouvez-vous prendre au sérieux une chaîne de télévision qui fait partie du Warner Group? Non mais sans déconner, je veux dire au bout d'un moment. Si vous aviez une chaîne de télévision en France qui était gérée par les grosses têtes, j'en sais rien, enfin ça serait pas sérieux. Même les Guignols, ils parodiaient ça, ils disaient on est les Guignols de l'info, mais ils n'étaient pas fact-checkers les mecs. Donc, dans les médias, évidemment qu'il nous faut des médias indépendants et citoyens surtout, parce qu'en démocratie, le pouvoir médiatique domine les autres. En démocratie, vous savez très bien, il y a 5 pouvoirs. Le médiatique, le monétaire, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et je les donne évidemment dans l'ordre. Alors en réalité, le monétaire est le plus puissant, puisqu'il peut acheter le médiatique. Bon, c'est assez facile quand vous êtes une banque ou un grand groupe d'acheter un média, puisqu'évidemment les médias sont chroniquement endettés, chroniquement à 2 doigts de la faillite, donc chroniquement en train de supplier un acheteur de prendre leur contrôle. Et ensuite, vous avez le pouvoir exécutif. Et dans la Ve République, le pouvoir exécutif explose les 2 autres. D'abord parce qu'avec le quinquennat, évidemment, le pouvoir législatif est aux ordres de l'exécutif dans le sens où ça n'arrive pas d'avoir une cohabitation, c'est fini tout ça. Et quand bien même il y aurait une cohabitation, le président peut dissoudre l'Assemblée. Et quand bien même dissoudre l'Assemblée, ça ne serait pas suffisant, il y a le 49.3. Donc croire que le législatif existe encore en France, c'est juste vivre dans un rêve. Et le judiciaire, évidemment, les magistrats en France dépendent du garde des Sceaux. Donc sur les vraies affaires, je ne dis pas que les magistrats ne font pas leur travail, et évidemment que la majorité des magistrats font leur travail, mais si jamais il y a une affaire vraiment politique, comme l'affaire Fillon typiquement, pour ne citer personne, eh bien là, vous pouvez être sûr que le travail sera un tout petit peu asymétrique et orienté, parce que l'exécutif a une marge de manœuvre sur le judiciaire qu'il ne devrait juste pas avoir. Bon. Donc reprendre le contrôle médiatique et le contrôle monétaire, ça semble tout à fait important. De là, l'importance de pouvoir faire un réseau social sur blockchain, donc un navigateur sur blockchain qui inclut réseau social, puisque comme ce serait du Web 3D, je pense à des initiatives comme Decentraland, avec un tout petit peu de Second Life, mais pas trop quand même, parce que Second Life, la qualité est merdique, mais l'idée générale, là, ce serait ce que j'aimerais faire. Donc on aurait un exécutable réalisé sous Godot, qui collerait en fait Brave ou Chromium, et ensuite qui permettrait de spatialiser les onglets, qui permettrait d'échanger des revues de web, en fait, donc des groupes d'onglets sur n'importe quel sujet, qui permettrait de savoir avec qui vous les échangez, d'être suivi, de partager ça, et évidemment d'avoir en rémunération des transactions un token comme le Basic Attention Token, qui rémunérerait donc en gros si vous avez fait un bon groupe d'onglets bien pertinent, que les gens forquent parce que vraiment c'est une super revue, ça vaudrait beaucoup mieux qu'un thread Twitter d'ailleurs, eh bien là vous seriez rémunéré par le token de créage. Voilà ce que j'aimerais faire en fait dans cette période, avoir un réseau décentralisé open source
tirer complètement les leçons de mes erreurs précédentes, à savoir d'avoir voulu déjà le financer moi-même, mais surtout, ce n'était pas le sujet du financement qui comptait, c'était le sujet des ressources humaines. Entre je veux faire des images sous Blender pour illustrer ma preuve de Syracuse, et je paye des gens pour faire ça, et je ne suis pas livré, et les mecs, c'est des branques, et je suis refait de 32 000 € à la fin, et avoir demandé des volontaires, dire « Écoutez les gars, on a besoin de votre aide, si vous connaissez dans votre réseau quelqu'un qui s'y connaît en Blender, ramenez-le, on va bosser ensemble. » C'est comme ça qu'on a fait Super France. Super France, on a juste dit « Voilà les gars, on veut faire un tour de France, de l'espoir, on veut rappeler que la France a d'énormes avantages, a d'énormes opportunités d'emploi, notamment dans le traitement des déchets. C'est le temps de le rappeler, bon sang. » Eh bien, en quelque chose comme 2 semaines, on avait des étapes, des salles qui avaient été mises à disposition, etc. J'étais bluffé. Et ça a beaucoup mieux marché que si on avait essayé de l'organiser comme une entreprise. Donc là, pour le coup, le réseau social des personnes qui veulent s'informer par elles-mêmes et qui ne laisseront rien passer en matière de liberté publique, qui sera indépendant et qu'elles contrôleront elles-mêmes, eh bien évidemment, il faut le faire avec un appel à bénévoles là. Il faut arrêter les conneries de bosser au contrat et de dire « Bon, toi, tu vas me livrer ça pour telle date ». Il faut des gens qui savent pourquoi ils se battent et qui adhèrent au projet et qui veuillent faire un réseau social décentralisé open source avec son propre token, parce qu'évidemment, vous aurez compris qu'avoir un token, c'est aussi ce qui vous permet d'avoir un tout petit bout, il ne faut pas rêver non plus tout le pouvoir monétaire d'un coup, mais un tout petit bout du pouvoir monétaire. J'en parle d'autant plus que dernièrement, vous avez bien vu que le Salvador a adopté le Bitcoin, dont tous les économistes vous disaient que ce n'est pas une monnaie. Et cette inénarrable Christine Lagarde continue à vous dire que le Bitcoin n'est pas une monnaie. Pareil, si la boussole Christine Lagarde, elle vous dit que ce n'est pas une monnaie, ça veut dire que Bitcoin, en fait, ce n'est pas une monnaie, c'est la monnaie. C'est the money. Pourquoi? Parce que si Lagarde dit que ce n'en est pas une, c'est évidemment une monnaie. Bon. Donc, fondamentalement, quand vous avez le Salvador qui impose le Bitcoin comme monnaie de réserve, et mieux que ça, j'ai adoré, vous aviez, parce que Western Union, évidemment, vous savez, il y a énormément du budget de ces États d'Amérique latine qui vient en fait des retours de cash des expatriés. Donc les familles qui sont d'origine salvadorienne, qui sont aux États-Unis par exemple, au Canada, etc., une grande partie de l'économie du pays tourne autour des chèques qui sont envoyés au pays. C'est valable aussi pour beaucoup de pays d'Afrique. Or, ces chèques, ils sont envoyés comment? Par Western Union, qui prend une commission de gros bâtards. C'est un terme technique. Avec Bitcoin, ça ne sera pas le cas. Et donc, vous avez le président du Salvador. Il y avait un tweet qui disait Western Union risque de perdre 500 millions de dollars par an à cause du fait que le Salvador est passé au Bitcoin. Et vous avez Nayib Bukele, donc le président du Salvador, qui a tweeté un petit smiley qui pleure en mode « Mon Dieu, on va pleurer pour ces mecs de Western Union qui se font du pognon sur notre dos ». Donc oui, Bitcoin, c'était quand même un début de souveraineté monétaire et un début de récupération lente du pouvoir monétaire. Vous savez, moi je suis maximaliste, donc je continue. Maximaliste nuancé. J'ai été, grâce notamment à mon monteur YouTube Dimitri, que je salue, un petit peu quand même converti et je continue à regarder XRP avec une certaine curiosité. Attention, ce n'est pas du tout un conseil d'en acheter, mais je regarde. Mais bon, moi, d'un point de vue, il y a 2 Idriss Aberkan sur les questions de crypto-monnaie. Il y a celui en géopolitique qui vous dira que vraiment je vais être un pur, il faut une monnaie qui n'ait jamais été préminée, qui soit totalement décentralisée. Et là, il n'y a que Bitcoin qui fait vraiment, qui respecte ça. Et puis, il y a le Idriss pragmatique en matière économique et qui sait très bien qu'en fait, c'est devenu un écosystème. Dans un écosystème, vous avez des bonnes et des mauvaises entreprises. C'est comme la bulle Internet. Quand la bulle Internet a pété en 2001, les très bonnes entreprises en sont sorties multipliées par 10, typiquement Amazon et Google. Et les projets foireux sont sortis morts. Et typiquement, les crypto-monnaies, c'est comme ça aussi. Quand il y a des crises, quand il y a des effondrements, les très bons projets ressortent et explosent la baraque, même s'ils s'en prennent une quand même. Ça ne veut pas dire que quand il y a une crise sur les cryptos, il n'y a pas des altcoins qui se prennent la baffe du siècle. Mais eux en ressortiront plus forts et les autres crèveront. Et en fait, on n'a pas trouvé d'autres moyens en économie de purifier le système, surtout quand on a plein d'escrocs, quand on a plein de projets foireux qui sortent tous les jours. Donc, en matière de là à vous dire en fait que le Bitcoin, les tokens vont récupérer le pouvoir monétaire, c'est déjà un peu le cas. On voit vraiment que Bitcoin est parvenu à libérer des pays d'une certaine emprise monétaire qui était celle de Western Union, mais qui était aussi évidemment celle de l'hégémonie du dollar. Le fait d'avoir une planche à billets illimitée, on l'a vu avec la guerre d'Afghanistan. Je veux dire, n'oubliez pas qu'il a fallu littéralement plusieurs milliers de milliards de dollars pour remplacer les talibans par les talibans. Si vous appelez ça une victoire militaire, comme certains journalistes ont essayé de le dire, c'est pas si grave, tout va bien, etc. D'accord. 2 000 milliards, certains disent 3 000 milliards.
Vous imaginez ce qu'on fait avec 3 000 milliards? Il y a Hyperloop partout aux États-Unis. Vous avez les études gratuites aux États-Unis. Tous les étudiants, ça y est, c'est terminé, les impôts de leurs parents payent leurs études. Et l'État n'est pas surendetté, j'ai oublié de rappeler ce petit détail. 700 000 $ par an, le budget du Pentagone. La guerre d'Afghanistan a commencé en 2001. Donc 2001-2021, vous avez 700 000 fois 20 de budget de défense. Avec ce budget-là, imaginez ce que vous pouvez faire juste. Alors, on ne demande pas de prendre tout le budget, je ne dis pas que les Américains doivent cesser d'avoir un Pentagone, je ne dis pas qu'ils doivent cesser d'avoir une défense. Bon, pour l'instant, c'est plus une attaque qu'une défense, mais comme vous le savez, il n'y a pas de ministère de l'attaque dans l'histoire, il n'y a que des ministères de la défense. Mais même, je ne dis pas qu'ils doivent cesser d'avoir une défense, évidemment que non. Même d'un point de vue, vous savez, géopolitique, si on veut être rationnel, on se dit oui, la présence américaine avait, je parle au passé, un effet d'équilibrage dans certains conflits, avait. Et puis bon, même s'ils divisaient, ne serait-ce que leur budget, même pas par 2, allez, on va dire, ils le divisent par 1,5. Bon, bah, imaginez le cash qui pourrait être libéré pour avoir du dessalement de l'eau de mer à bas coût, pour avoir de la permaculture à tous les étages, pour avoir du biofuel, pour avoir des avancées majeures dans la fusion nucléaire. Imaginez ce qui peut être fait. Mais évidemment que ce n'était pas le but, et ça dévalue le dollar fondamentalement, puisque ça oblige à faire tourner la planche à billets comme un gros malade pour financer ces guerres qui ne servent à rien, sauf, j'en parlerai dans une autre vidéo, comme être le plus gros détournement d'argent public de l'histoire du monde. Parce que quand vous êtes parvenu à détourner 2000 milliards plusieurs fois et à les faire passer de la dette publique à des contractants privés avec un résultat qui est zéro, je veux dire, vous auriez fait des avions en pâte d'amande, le résultat était le même, c'est ça qui est énorme. C'est-à-dire que le résultat tactique et stratégique sur le terrain en Afghanistan est absolument le même, je vais même dire pire que ça. Si on n'avait rien fait à l'époque, les talibans auraient pu rester diabolisables en Afghanistan. Parce qu'ils continuent à tuer, ils continuent à égorger, ils continuent à violer, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est des héros. C'est des héros parce qu'ils ont botté le cul des Américains. Donc non seulement ces 2000 milliards n'ont servi à rien, mais en plus, ça a fait de ces mecs des héros. Donc vraiment, on serait resté les orteils en éventail à rien foutre, et les talibans auraient pu sauter, ou auraient plus eu de chances de sauter que si on n'avait rien fait. Donc c'est un magnifique détournement d'argent public à très très grande échelle, et vous n'avez aucune inculpation. J'ai pas vu un juge aux États-Unis qui a dit bon allez, on va commencer à enquêter sur qu'est-ce que vous avez fait du fric et quels objectifs stratégiques vous aviez, comment on a pu justifier tel budget et comment avec ce budget virtuellement illimité qu'on vous a donné, vous en êtes arrivé à un résultat pire que si vous n'aviez absolument, littéralement rien fait. Sauf bien entendu pour les contractants militaires qui eux s'en sont foutus plein les fouilles et qui, j'insiste encore, ne sont toujours pas sous enquête, toujours pas mis en examen et encore moins bien évidemment foutus en prison. Donc, pour conclure cette vidéo, eh bien, organisons-nous. Il faut qu'on crée un réseau d'entraide, on le voit bien aussi sur l'aspect juridique, on le voit sur l'aspect psychologique, parce qu'on cherche vraiment à nous rendre fous. Maintenant, il n'y a plus de doute possible pour moi. Un réseau d'entraide, intellectuel, psychologique, mercatique aussi, c'est-à-dire comment on peut se rendre des entraides, notamment, je sais pas moi, en vente directe de produits agricoles, des choses comme ça, enfin, des services, tous les gens qui ont perdu leur travail. Et il y a des gens de ma famille qui ont perdu leur taf, évidemment à cause de la politique actuelle. Donc moi évidemment j'ai jamais eu de fiche de paye de ma vie, j'ai dû avoir des fiches de paye que 2 fois dans ma vie. C'est une des raisons pour lesquelles ces relations dominant-dominé me passent au-dessus de la tête, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous émanciper des relations dominant-dominé si vous êtes salarié, bien sûr que vous pouvez. Mais fondamentalement cette notion de rendre des services, etc. et d'arriver à l'indépendance financière, parce que c'est ça l'important, vous savez il y avait ce mouvement des FIRE, c'était Financial Independence, Retire Early, donc indépendance financière et prends ta retraite tôt. Eh bien, ce mouvement des FIRE, en fait, une de ses premières vertus, c'était d'encourager les gens à comprendre comment atteindre l'indépendance financière. Parce que si vous attendez que ce soit votre conseiller financier de la banque postale qui vous aide, croyez-moi, malgré tout le respect que j'ai pour cette très joyeuse banque, ça va juste pas marcher en fait. Pourquoi? Parce que ce monde actuel échappe au modèle bancaire complètement. On le voit aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Binance cartonne aujourd'hui. C'est que les banques traditionnelles n'ont juste pas pigé la situation. Et ce qui me frappe encore plus, c'est qu'aux États-Unis, les banques traditionnelles qui ont commis des fraudes, hein, vous prenez la Wells Fargo par exemple, ils ont commis des fraudes. La Wells Fargo, ils sont tombés dans un scandale. Ils ne sont pas tombés puisqu'ils existent encore, mais ils ont eu un scandale majeur où ils ont ouvert jusqu'à 17 comptes. 17 comptes pour des clients, il y avait des frais d'usage de compte et tout. Et ces 17 comptes coûtaient, je ne sais pas, jusqu'à 50 balles par mois dans certains cas. Et les clients n'étaient même pas au courant qu'ils les avaient, quoi. Donc la Wells Fargo, ils se sont pris ça comme scandale. Il y a eu JP Morgan qui s'est pris un scandale où ils ont manipulé le cours de l'argent, mais salement.
et ils ont payé une petite amende en mode « vas-y, donne ta main là, allez, n'y reviens plus ». Alors que les mecs, ils avaient détourné des milliards, sans parler du Libor, bien entendu. Hein. Les exchange rates et puis les taux en cours, évidemment, avaient été manipulés très salement au Libor. Et là, il n'y a eu aucune condamnation majeure, alors que là, c'est des centaines de milliards qui ont été fraudés dans ça. Donc, ces banques qui ont fraudé et qui vous disent, en gros, aux États-Unis, imaginez, je sais pas, un jeune étudiant qui arrive et qui dit « J'aimerais acheter du Bitcoin. » Non, 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 malheureux, t'es fou, c'est super dangereux. J'aimerais m'endetter sur 25 ans pour faire Harvard. Vas-y, signe là. Vous voyez cette notion de « on vous protège », mais en fait, on ne vous protège pas du tout. C'est-à-dire que vous mettre 300 000 balles de dette pour faire une université qui ne vous garantit plus du tout un emploi dans les années 2020, et aujourd'hui, il y a des mecs d'Harvard au chômage, il y a des mecs de Stanford au chômage, et cerise sur le gâteau, Jack Ma, Elon Musk et les Google Boys, enfin maintenant Sundar Pichai, disent en fait nous on ne s'occupe pas des diplômes quand on recrute, et c'est vrai, regardez les fiches de poste qu'ils font, vous verrez qu'ils ne s'occupent même plus des diplômes. À quoi, qu'est-ce que ça vaut de s'endetter de 300 000 balles alors qu'un mec qui aurait pris cet argent, qui aurait même levé disons 150 000 balles de dette pour faire ses propres études ou bien créer sa boîte, être autodidacte, commencer un projet, eh ben, il serait plus employable, même en cas de pépin, si son projet a foiré. C'est-à-dire que pour lui, l'employabilité, ce ne serait pas le plan A, comme un mec qui sort d'Harvard avec 300 000 balles de dette, ça serait le plan B, et ce plan B aurait plus de chances de succès que le plan A du mec qui a 300 000 balles de dette. Réfléchissez à ça 2 secondes, hein, en termes de sérieux financier et en termes de conseils financiers adaptés à un jeune qui débute. Genre, soit tu prends ta dette, tu n'arriveras jamais à la rembourser, tu auras ton diplôme d'Harvard, mais vraiment aujourd'hui c'est surcoté, j'insiste, sauf si tu veux devenir prof d'université, mais même eux se sont fait jarter en masse aux États-Unis, en particulier pendant la crise. Pourquoi ils se font jarter en masse au passage? Parce que maintenant c'est du téléenseignement. Alors qui a besoin d'autant de profs physiques à Harvard pour du téléenseignement? Et puis autre problème en termes de finances pour Harvard, qui va payer 40 000 $ par an pour faire du téléenseignement? Donc dans tous les cas ils vont devoir virer des profs et ils ont déjà commencé à le faire. Donc là, vous voyez une banque qui vous aurait dit « Vas-y, prends ton crédit étudiant à 300 000 balles et tu auras un job à la fin », et vous aurait donné un conseil financier bien pire que « Vas-y, achète du Bitcoin pour 150 000 balles ». Ouf, personne ne va acheter du Bitcoin pour 150 000 balles avec un crédit étudiant. Mais même si quelqu'un avait eu les coronesses de le faire, bah, vous savez très bien qu'il serait multimillionnaire aujourd'hui, puisqu'à une époque, le Bitcoin valait de quoi acheter une pizza. Même pas, il fallait genre 17 Bitcoins pour acheter 2 pizzas. Donc, partagez les informations financières, et c'est ce qu'on voit déjà sur Reddit. Donc c'est bien pour ça que cette idée de réseau social m'est vraiment revenue en force quand je suivais l'affaire AMC et quand je regardais un peu comment des gens organisés sur un réseau pouvaient s'informer mutuellement sur du très très haut niveau en finance, comme le Payment for Order Flow, comme des objets financiers, des sujets financiers qui sont très techniques et qui ne sont même pas enseignés en master de finance. Aujourd'hui, les masters de finance dans les écoles de commerce ne vous enseignent pas, par exemple, comment on peut manipuler le carnet d'ordre d'un titre financier pour faire baisser son cours en utilisant le Payment for Order Flow. C'est un truc, vous n'aurez pas un cours là-dessus. Bah, Reddit peut vous l'enseigner. Parce que c'est des gens qui ont du skin in the game et qui détiennent les actions GameStop ou AMC et qui savent que le cours est manipulé en ce moment à cause du Payment for Order Flow, notamment avec Robinhood. Je n'entre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais le sujet de cette vidéo sur lequel je conclus maintenant, c'est qu'il faut s'organiser et qu'il faut cesser d'utiliser les infrastructures des gens qui jouent contre nous. Il faut cesser d'utiliser Facebook. Moi, je l'utilise parce que j'en ai besoin pour les affaires, mais je veux pouvoir en sortir le plus rapidement possible. Et pour ça, nous devons mettre en place notre propre réseau social libre et open source. Donc, j'ai 300 000 abonnés sur ma chaîne bientôt. Merci de m'avoir donné aussi 100 000 abonnés sur Twitter. Ma chaîne, bon, je sens bien que si je commence à déranger et que si, encore une fois, Spoutnik a dû virer ma vidéo et que la chaîne de Fabrice a littéralement sauté, peut-être qu'il faudra moi aussi que je prépare des plans B. Mais pour l'instant, parmi les 300 000 personnes qui me suivent, eh bien, soit vous savez programmer et vous savez forker par exemple Chromium ou Brave. Contactez-moi. Si vous ne savez pas, vous avez peut-être quelqu'un dans votre communauté qui sait. Donc dites-lui de me contacter. Faites tourner le message, dites que je cherche des gens pour créer un réseau libre et open source. Des gens qui puissent donc programmer, soit intervenir sur Brave, soit intervenir sur Chromium, soit aussi programmer en Godot. Donc il me faut des gens qui soient compétents dans ces 2 domaines, soit Brave ou Chromium, soit Godot. Et ces 2 ensemble, rejoignez-moi, faisons un réseau social libre et open source. Parce que ça, c'est l'outil, c'est la technologie de la fraternité dont on a besoin aujourd'hui. Et j'ai besoin de gens qui soient dévoués au projet, qui ne le fassent pas juste parce qu'il y a un appel d'offres, qui le fassent parce qu'ils savent très bien quelle est sa finalité, comment il va permettre de libérer les gens, de leur permettre de s'informer par eux-mêmes, d'échanger de l'information davantage sur Internet, d'échanger également des biens et des services pour pouvoir s'organiser et développer une technologie de la fraternité.